C'est parti alors pour l'interview avec Michael. Du coup, désolé pour ce petit contretemps. C'est la première fois que je fais un live Facebook avec un invité. Donc, il y a une petite configuration qui est un peu compliquée à mettre en place. On n'est pas du tout au même endroit. Donc, je suis à Paris, en France. Et Michael, tu es où? Je suis à Hanoï, donc la capitale du Vietnam. Voilà, je vais vous présenter Michael parce que vous ne le connaissez pas forcément tous. Donc Michael, c'est mon cousin avant tout et c'est aussi un grand voyageur. Ça fait plus de 8 ans qu'il passe ses années sur la route entre du voyage au long terme, du nomadisme digital, c'est-à-dire travailler euh, sur une activité internet mais à distance. Et il a parcouru, enfin vraiment, il a fait le tour du monde. Et aujourd'hui, Michael, il sort son deuxième livre, donc Voyage à durée indéterminée, qui est son deuxième livre. Ça fait plus d'un an qu'il est en train d'écrire ce bouquin et il a récapitulé dans un livre de 300 pages euh, toute, comment dire, c'est une énorme boîte à outils pour vous donner les moyens à vous de voyager. Donc oui, ceux qui m'ont pas entendu forcément au début, donc je suis à Hanoï au Vietnam. Et s'il fait tout noir derrière moi, c'est parce qu'il est déjà 18h30. Donc il y a 6 heures de décalage horaire. Yes. Et du coup, je suis en train de, je suis dans un bar pour que je vous raconte l'histoire pourquoi je suis ici. Je suis dans un bar en fait, dans un hôtel d'Hanoï parce que chez moi, Internet ne marche pas, donc je sais pas pourquoi. Et ça, c'est les aléas des pays, on va dire, en voie de développement. Internet ne marche pas très très bien tout le temps. Donc je trouvais un petit bar, et donc il y a des gens les serveurs m'apportent des petites bières, donc à la vôtre. Et Yes, puis, c'est bon, ça marche? ouais, c'est bon. Désolé tout le monde pour ce petit contretemps. Je pense que ça va être le dernier. On va vraiment commencer l'interview et à vous donner, à répondre à toutes vos questions sur le livre Voyager à durée indéterminée, mais surtout vous expliquer et vous donner plein de petites astuces pour partir en voyage. Du coup, Michael, il est dans son bar. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as écrit ce livre? Bien sûr. Come on. Bonsoir. Donc voilà, on a la petite serveuse qui nous dit bonsoir en français, c'est pas mal. Donc pourquoi j'ai écrit le livre Voyage à durée indéterminée? Tu commences fort, toi, tu vas direct. Je l'ai écrit parce qu'en fait, j'ai créé un blog qui s'appelle Traverser la frontière, donc j'ai créé il y a 2 ans. Et depuis 2 ans, je reçois constamment des questions de personnes qui demandent comment tu fais pour voyager, comment tu fais pour vivre à l'étranger, comment tu fais au niveau de ton budget, est-ce que je dois voyager avant, après mes études, est-ce que je peux quitter mon travail, je suis trop vieux, enfin plein de questions de personnes qui me demandent comment tu fais pour voyager en gros. Ouais. Et un des problèmes principaux, on va dire le problème principal que les gens ont en fait et qui les empêche de voyager, c'est le manque d'argent. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent que voyager coûte très cher. Et il faut savoir que Rémi, il n'est pas millionnaire, moi je suis pas millionnaire, et on connaît plein de gens qui voyagent pendant des mois ou pendant des années et qui ne sont pas millionnaires, qui n'ont pas vraiment beaucoup d'argent. Et le but, c'était d'expliquer concrètement comment moi je faisais pour voyager, et surtout de donner vraiment les outils pour que les personnes en fait, puissent voyager avec n'importe quel budget. C'est-à-dire que si tu as un budget de 100 € par mois, tu peux voyager comme si tu avais un budget de 10 000 € par mois. C'est juste que tu vas voyager de manière différente. En fait, ce qui est intéressant, pardon, je te coupe. Ce qui est intéressant, c'est quand on commence à voyager, on va rencontrer en fait plein de voyageurs qui vont eux aussi trouver une manière de voyager, de dépenser moins d'argent. Et on se rend compte qu'il y a tout un écosystème dont on n'est pas forcément conscient de voyageurs, que ce soit des Français, des Allemands, des Australiens, des Américains. C'est plutôt des gens de pays favorisés. On va dire qu'on la chance d'avoir un niveau de vie assez élevé et qui peuvent mettre de l'argent de côté pour voyager. Mais c'est pas que. Et du coup, dans ton bouquin, l'expérience que tu as, c'est t'as rencontré, enfin, t'as interviewé plus d'une cinquantaine
de personnes. Ça fait 2 ans que tu interviews vraiment des voyageurs, que ça soit des gens qui partent à l'aventure juste avec leur sac à dos faire un tour du monde à pied, que des gens qui vont s'expatrier dans une ville. Et le voyage à durée indéterminée, enfin moi c'est ce que j'ai compris dans ton bouquin, c'est une philosophie de vie, de se dire il est possible en fait de quitter sa routine, on va dire, de chez soi pour partir à l'étranger et vivre une expérience nouvelle. C'est ça. Et en fait, le point important que tu dois souligner, c'est que quand on est en France et quand on est dans sa routine, c'est très très dur de s'imaginer être au bout du monde en train de voyager. Et en fait, on a du mal à s'imaginer comment ça va être et comment on peut le faire. Et comme je dis souvent, il faut arriver à partir au moins une fois pour comprendre et pour rencontrer des gens dans d'autres pays. Parce que tant que tu es dans ta bulle, on va dire en France, et que tu as ton travail, que tu es ton chez toi, etc., tu peux pas te rendre compte à quel point c'est entre guillemets facile de voyager et à quel point c'est pas cher de voyager, si tu le veux. C'est clair. Je sais pas si c'était ta question. Non, mais c'est sûr que faire un premier voyage, enfin c'est un cheminement c'est un cheminement aussi. On va pas partir du jour au lendemain faire un voyage de 3 ans. C'est pas ça le but de ton livre, c'est de se dire en fait ça se prépare, il y a des réflexions, il y a des gens qui l'ont fait avant nous et en fait c'est tout à fait possible. Il suffit d'avoir les cartes en main pour pouvoir partir voyager et c'est un peu j'ai trouvé ça dans ton livre. C'est que tu vas d'abord expliquer toutes les peurs qu'ont les gens et essayer de les déconstruire une par une, c'est-à-dire que ça soit la peur de l'argent, mais aussi la peur d'être seul, sachant que ton livre s'adresse à ceux qui voyagent seuls, mais aussi en couple, en famille, peu importe. Et je trouve que tu as réussi à bien expliquer ça. Est-ce que du coup tu peux nous dire, toi, du coup, comment dire, il y a l'argent qui est le problème numéro un des gens, et c'est quoi les autres problèmes qu'ont les gens pour pouvoir voyager? Les autres freins qui empêchent de partir. Voilà. Bah, t'en as plusieurs. Bah, dans le livre, en fait, j'en liste 10. Donc après, on va peut-être pas aller dans le détail des 10, évidemment. Non. Mais je dirais que après l'argent, un des freins les plus importants, ça va être de voyager seul. C'est-à-dire que l'envie de voyager, elle est intérieure et elle est individuelle, principalement. Et ça fait peur, parfois, de se dire, je vais aller partir à l'étranger seul, surtout si tu n'as pas l'habitude. Et en fait, le frein qu'ont les gens, c'est qu'ils vont avoir un projet de voyager seul, enfin, de projet de voyager, mais ils vont vouloir essayer d'avoir des gens qui voyagent avec eux. Donc, essayer de trouver des potes, sa petite copine, son petit copain. Et le souci, c'est que la plupart du temps, c'est très dur de convaincre des gens de faire la même chose que vous avez envie de faire. Voilà. Si moi, demain, je te dis, Rémi, bah, vas-y, on part 3 mois au Botswana, on va vivre en camping dans la jungle, enfin, dans la steppe, je sais pas. Enfin, bon. Et toi, tu vas me dire, ouais, bon, ça me tente pas trop ton plan. Et je vais demander à 10 personnes différentes et 10 personnes vont me dire non. Et du coup, je risque d'abandonner mon projet par le fait que personne ne veut venir avec moi et que j'ai pas forcément envie de le faire tout seul. Et du coup, un des problèmes qu'ont les personnes, c'est comme ils ont peur de partir tout seul et qu'ils trouvent pas des gens pour partir avec eux, ils vont pas partir. Mais je me rappelle, même nous deux, enfin, on est tous les deux des voyageurs, mais de trouver un voyage qu'on peut faire ensemble, ça devient compliqué parce qu'on a tous les deux des envies différentes, des façons de voyager qui sont pas forcément similaires. Et du coup, c'est vrai qu'on fait très peu de voyages ensemble, alors qu'on est tous les deux des voyageurs. Et c'est ça la difficulté aussi, c'est de trouver des gens avec qui voyager. Et du coup, dans ton livre, enfin, c'est surtout dans ton premier livre où tu expliques pourquoi voyager seul et tu donnes vraiment les raisons qui permettent de faire ça. Moi, je sais que mon premier voyage seul, ça a été vraiment une expérience formidable et ça m'a donné envie de continuer. J'ai tellement appris sur moi, sur les autres, et j'ai envie de dire à tout le monde, mais tentez cette expérience, allez-y. Peut-être pas de mettre le pied direct pour un voyage de 10 mois, mais commencez par un week-end, j'en sais rien, si vous êtes en Europe, commencez par un petit week-end dans une ville, ça peut ne pas vous coûter cher,
et vous allez vous sentir plus grand et capable de plus de choses. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il faut juste tenter le coup un petit peu et puis après, si vous prenez goût, bah, vous continuez. Mais généralement, ça se passe bien. Enfin, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que la plupart du temps, même si vous partez seul et que vous partez loin, ça va bien se passer. Dans 90% des cas, il y aura pas de souci. Du coup, une fois qu'on a franchi la peur et qu'on a décidé de partir voyager, il y a quelque chose à faire avant le voyage, c'est-à-dire organiser sa préparation. Et ça, tu as écrit un énorme chapitre sur en fait comment économiser de l'argent avant son voyage, comment organiser son voyage. Et est-ce que tu peux nous parler on va rester sur l'aspect budgétaire peut-être, Mhm. du choix, comment on part voyager demain pour une longue période. Ok. Donc, là, c'est un gros sujet. Ça a pris, ça prend, on va dire, 100 pages dans le bouquin. Budget, c'est le point le plus important. Donc, il y a deux manières. En fait, quand vous partez voyager, il y a deux manières de voir le budget, en fait. C'est soit vous avez un voyage bien défini en tête, c'est-à-dire vous savez où est-ce que vous voulez partir, quand vous voulez partir, de quelle manière vous voulez voyager. Et du coup, après, vous détaillez l'argent dont vous allez avoir besoin pour voyager. Donc, par exemple, si vous restez juste en auberge jeunesse, que vous voulez voyager en avion, que vous voulez pas faire d'activité, par exemple, enfin, essayez de définir vraiment quel type de voyage vous voulez faire, où vous allez aller, quand vous allez aller. Et du coup, vous allez pouvoir définir exactement, on va dire à 10-20% près, l'argent dont vous allez avoir besoin pour voyager. Euh, et donc, dans ce cas-là, c'est simple, c'est pour partir, il vous faut cette somme. Et donc, pour avoir cette somme, il faut regarder combien de vos argent vous avez sur vos comptes en banque actuel et combien d'argent il vous manque pour pouvoir voyager. Et après, à partir de ce nombre, de ce chiffre-là, il suffit entre guillemets d'économiser de l'argent pour avoir le compte en banque, on va dire, nécessaire pour avoir le budget. Et cette méthode, on peut aussi, enfin moi je dirais, on peut la faire dans l'autre sens, c'est se dire, Mhm. j'ai mis 2000 euros de côté, quel type de voyage je peux faire avec 2000 euros? Est-ce que si j'ai 2000 euros et je veux voyager 6 mois, qu'est-ce qui est possible de faire avec cette somme d'argent et ce truc et ce temps-là? Et on se rend compte qu'avec 2000 euros, tu peux voyager 6 mois et faire un voyage à pied extraordinaire. Euh, mais est-ce que après ça va correspondre à nos besoins? Ça, c'est encore une autre question. Mais l'argent va pas être un frein, ça va être plutôt une réflexion, de se dire, on veut faire un tour du monde en allant voir toutes les grosses capitales du monde. Eh ben oui, il y a un billet tour du monde à acheter qui va coûter, je sais pas, 3000, 5000 euros. Mais du coup, il y a un budget à prévoir. Donc ça va dépendre aussi de vos envies et du type de voyage dans lequel vous voulez vous projeter. C'est sûr, c'est les deux méthodes. C'est soit vous savez ce que vous voulez faire, vous faites un budget à partir de ça, ou soit vous avez X milliers d'euros sur votre compte en banque et vous planifiez votre voyage selon l'argent que vous avez maintenant. En sachant que tout est possible, que vous ayez 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, vous pouvez faire un voyage. Après, voilà, si vous faites du stop, vous n'avez pas payé de transport, mais si vous voulez prendre l'avion, bah, ça va coûter plus cher. Donc après, c'est à vous de vous adapter selon l'argent que vous avez. Quoi. Et du coup, quand on voyage à durée indéterminée, on va dire sur une période longue, en fait, ce qui est possible aussi, Mhm. c'est de travailler à l'étranger. Et les gens, ils s'en rendent pas forcément compte. Moi, la première fois que je l'ai fait, c'était en Australie. Je suis resté 7 mois en Australie et j'ai travaillé 2 mois et demi dans une ferme à ramasser des prunes. Et mine de rien, pendant 2 mois et demi, j'ai mis assez d'argent pour travailler, pour voyager par la suite pendant 5 mois. Et ça a été, c'est tout bête, c'était une expérience de dingue. Et en plus de ça, j'ai pu voyager plus longtemps et étendre mon voyage en Australie. Ouais, bah c'est un peu le principe en fait du livre en fait. C'est j'explique un petit peu comment on fait pour voyager, avec quel budget, etc. Mais surtout comment on fait pour faire durer un voyage. Parce Clairement. que voilà, on peut dire on a 6 mois, on a un an et puis après on rentre en France. Mais on peut aussi se dire je pars un an et puis après je vais essayer de rester plus longtemps à l'étranger, de vivre dans d'autres pays, etc. Et la seule manière de faire ça, c'est qu'à un moment les économies, comme je l'explique, bah, tous les mois elles diminuent. Donc, inévitablement, à un moment, il faudra les faire remonter. Et pour ça, il faudra travailler. Donc, travailler à l'étranger, comme tu as dit, c'est de moins en moins compliqué. Parce que maintenant, on a des visas, on a des manières de voyager. Donc là, tu parlais par exemple du PVT que tu avais fait en Australie. Mhm. Donc, le PVT, c'est le visa vacances-travail.
qui permet de rester 1 an dans un pays et de pouvoir y travailler si vous voulez. Donc en sachant que c'est disponible dans énormément de pays, donc Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Argentine, Colombie, Japon, Singapour. Donc il y a plein de pays partout dans le monde en fait. Ouais, c'est génial ça. Faire un PVT, vous pouvez travailler dans toute l'Europe en entière, vous pouvez travailler dans 27 pays facilement. Moi j'ai vécu en Roumanie l'année dernière. J'aurais très bien pu travailler si je voulais en Roumanie quoi. Et voilà, c'est une des manières de faire durer un voyage, c'est de pouvoir travailler. Donc après, vous pouvez faire tous les boulots. Vous pouvez ramasser des poires en Australie, comme vous pouvez, je sais pas, faire des vidéos pour des hôtels au Mexique. Enfin, Comme être serveur, imaginable. ce qui est intéressant, c'est que tu as fait toute une partie, donc il doit y avoir 80 pages en fait sur toutes les possibilités de métiers ou de manière en tout cas de gagner de l'argent. Et même s'il y a plein de métiers, moi, je me verrai jamais les faire, et ben ça donne plein de pistes de réflexion sur qu'est-ce qu'il est possible de faire quand on a juste de la bonne volonté, on a nos deux mains, et qu'est-ce qu'on peut faire dans un pays à l'étranger. Parce que c'est pas, on peut aussi demander, ce qui est intéressant, c'est l'hébergement contre le travail. Et ça se fait pas mal aussi avec les workaway. Je sais que j'ai fait ça en Argentine. J'ai travaillé pendant 3 semaines. J'ai aidé à construire une maison écologique et en échange, j'avais le logement et la nourriture. Et ça permet aussi de faire durer sur le long temps un voyage. Super, Ah, mais hein? c'est sûr. Il y a et il y a plein de gens qui le font. Si tu veux regarder les commentaires, je sais pas ce que disent les gens sur le Facebook. J'en ai aucune idée. Il y a 58 personnes qui me Si tu suivent. veux, si tu veux regarder, et on pourra faire un coucou général à tous les gens qui regardent. Ouais, bonjour tout le monde. Il y avait une question, c'était nous, est-ce que toi, Michael, et est-ce que moi, on travaille en voyageant? Il y a eu plusieurs, je vais répondre en premier et après je te pose la question, Michael. Il y a eu plusieurs étapes, moi, Ok. dans mes voyages. Ça fait 8 ans, on va dire, également que je suis sur les routes du monde. Et j'ai réussi à alterner des phases où je vais économiser de l'argent en travaillant sur Paris. Je travaille dans les métiers du web, donc je vais pouvoir mettre de l'argent de côté et ensuite je vais faire mon voyage et dépenser cet argent économisé. Évidemment, moi, dans cette logique, j'essaye de dépenser le moins possible en voyage. Donc c'est toujours avoir le budget le plus petit possible lorsque je voyage. Après, il y a le billet d'avion qui coûte toujours le plus cher, mais ensuite l'hébergement, j'arrive à le réduire, l'alimentation, j'arrive à le réduire, et les trajets sur place, j'arrive à le réduire également. Il m'est arrivé de travailler soit gratuitement, bénévolement, soit comme en Australie où j'ai fait du fruit picking et là j'ai gagné de l'argent. Et j'ai aussi fait, comme toi, Michael, travailler à distance en fait sur Internet pour des boîtes françaises. Du coup, Michael, je te laisse dire, toi, c'est quoi ton expérience? Moi, depuis que j'ai commencé à voyager, donc ça fait 8 ans que j'ai commencé à voyager. Donc, à la base, j'avais fait des études à l'étranger, donc là, qui a été financé par la bourse et par l'État. Donc, je remercie l'État d'avoir financé mon premier voyage. Ensuite, j'ai fait pas mal de petits boulots. En fait, je suis parti au Canada et j'ai fait des boulots de type serveur. J'ai été pas voiturier, mais quand tu valet, enfin Je sais conduire des pas. voitures dans les hôtels de luxe, faire du télémarketing au téléphone. Donc, je fais pas mal de petits boulots pour pouvoir Télémarketing en voilà. anglais ou En français, en c'était au français? Canada. C'était au Canada, d'accord. Donc du coup, pas mal de petits boulots là, au début pour voyager. Ensuite, pas mal. Enfin, comme on a fait. Enfin, pour être honnête avec les gens, on a créé une entreprise en France, donc Rémi et moi, pendant quelques années, qui nous a permis de financer nos voyages. Donc, on travaillait sur Internet, donc on avait créé des sites web pour les étudiants et on arrivait à en vivre pendant quelques années. Et là, actuellement, donc, je bosse depuis 2 ans en fait à temps plein sur mon blog. Pour ceux qui ne savent pas encore, j'ai un blog qui s'appelle traverserlafrontière.com, donc où j'interviewe en fait, j'ai un podcast et j'écris des articles sur le voyage et j'écris des livres. Donc, depuis 1 an et demi, j'écris des livres, dont le premier Pourquoi voyager seul et maintenant Voyage à durée indéterminée. Et donc cette activité de blogueur voyage me permet de gagner un petit peu d'argent, c'est-à-dire que me permet de gagner, on va dire, entre 30 et 50% de mon budget voyage. Et le reste de mon budget, c'est mes économies, en fait, D'accord. pour faire ça. Donc, pour le moment, en sachant que ce qu'il faut bien remettre en cadre, c'est que j'ai un budget voyage qui est plutôt faible. C'est-à-dire que je dépense pas plus de 1 000 € par mois.
C'est une règle que j'ai depuis des années, c'est que quand je voyage, mon budget, c'est 1 000 euros par mois. C'est-à-dire que dans certains pays, 1 000 euros, ça va être compliqué à tenir. Par exemple, quand je vivais à Barcelone, tu vois, je dépensais 900 000 euros par mois. Mhm. Quand je vivais en Roumanie, l'année dernière, je dépensais à peu près 600 euros par mois. En C'est-à-dire que vivant bien. en vivant bien, en ayant un appartement, en allant au resto tous les jours, etc. Donc en vivant bien, avec un budget faible, en fait, je pouvais voyager. Actuellement, je suis au Vietnam. Donc, il faut savoir que mon billet d'avion m'a coûté 350 euros, donc pour faire un aller simple de Paris à la France. Donc, c'est pas excessif. 350 euros, je trouve que c'est pas trop cher, je m'en suis bien sorti. Et ici, sur place, en fait, le coût de la vie au Vietnam est super bas. C'est-à-dire que je vais manger au resto tous les jours pour entre 1 et 3 euros par repas. Je vais me loger entre 8 et 15 euros par nuit. Et après, les activités, bon, ça dépend ce que je C'est fais. vrai que quand on veut voyager longtemps avec un budget, c'est intéressant aussi de s'intéresser à la destination en fonction du coût de la vie sur place. C'est sûr que aller s'expatrier aux États-Unis, ça n'aura pas le même coût que s'expatrier à Hanoï au Vietnam. Du coup, il y a peut-être en fonction du budget, de nos attentes, des choix à faire en fonction de ça. Il y a... C'est un des Vas-y. C'est un des critères, je reviens dessus parce que c'est un des critères les plus importants. Si vous voulez faire un voyage à durée indéterminée, un voyage qui dure longtemps, il faut, à un moment ou à un autre, privilégier des pays où le coût de la vie est assez faible. Parce que si vous voulez voyager que en Australie, au Japon, aux États-Unis, dans certains pays africains, enfin, ou en Scandinavie, votre budget il va être explosé, mais très rapidement. Vous pouvez vivre 3 mois au Vietnam, alors qu'avec le même budget, vous vivrez peut-être 1 an aux États-Unis. Enfin, pardon, 3 mois au Vietnam et vous pourrez vivre peut-être quelques semaines, voire 1 mois aux États-Unis. Donc c'est pour ça que moi je voyage autant, c'est que je voyage que dans des pays, en fait, le coût de la vie est beaucoup moins cher. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Si vous voulez voyager, le coût de la vie relatif des pays, c'est super important. Après, beaucoup de personnes vont aller dans des pays comme le Canada, où il y a le PVT, ou l'Australie, pour pouvoir travailler et gagner de l'argent. Et c'est quelque chose qui est intéressant, c'est de passer par ces pays pour avoir du budget pour ensuite continuer son voyage. Est-ce que c'est dur de s'intégrer à l'étranger? Eh ben, à cette question, je dirais, en fait, c'est comme partout. Si je déménage aujourd'hui dans le sud de la France, eh ben, je pense que ça peut être compliqué. À l'étranger, il y a des cultures qui sont différentes et je pense que c'est important d'écouter les gens et de pas arriver avec ses propres attentes. Je sais pas, Michael, ce que tu peux dire par Ok, rapport à ça. pour l'intégration à l'étranger, Ouais. bon, c'est un sujet que je connais bien parce que généralement j'aime bien rester longtemps dans des pays ou dans des villes. C'est pas simple. On va pas se mentir, s'intégrer à l'étranger, c'est pas simple parce que parfois la langue est différente. Voilà, quand tu arrives en Colombie et que tu parles pas espagnol, bah, ça va être un peu plus compliqué parce que la plupart des gens vont parler espagnol et pas parler anglais. Donc il y a la composante langue qu'il faut prendre en compte et la composante culture, c'est-à-dire que dans la plupart des pays, la culture va être différente. Donc c'est à la fois une richesse que tu vas pouvoir apprendre sur les autres et sur un pays et sur la culture, mais d'un autre côté, la culture peut être tellement différente que tu peux avoir du mal à t'intégrer et à t'adapter. Donc je pense que le mot-clé, comme souvent en voyage, c'est l'adaptation. Ouais. Il faut pouvoir s'adapter à la culture locale et aux us et coutumes locales parce que malheureusement, si tu arrives avec des idées préconçues, comme tu le disais, en tant que Français, mode je veux parler que français, ou je veux manger ma baguette tous les jours, ou avec des idées un peu bêtes, mais bah, du coup, ça va pas marcher parce que les gens vont pas être ouverts à toi parce que tu vas arriver avec des idées préconçues et la façon dont tu veux faire des choses. Donc, il faut vraiment s'adapter aux autres et être un petit peu, d'être en recul. Quand je dis souvent, en fait, qu'il faut être en recul les premières semaines, pour vraiment comprendre comment ça fonctionne, comment agissent les gens, et pas être un petit peu la grande gueule qui pense tout savoir sur tout et savoir comment ça marche parce que tout change. Là, je suis au Vietnam, là, tout est différent, tout est entièrement différent par rapport à la France. Je veux dire, là, t'es à Hanoï, c'est le bordel, t'as des scooters partout, t'as du bruit partout, les gens qui crachent partout dans les rues. Enfin, je veux dire, c'est une culture entièrement différente. Et si t'es en mode un peu en mode conquérant, tu vois, genre en mode ah oui, ils sont sales, ah j'aime pas ça, il y a trop de pollution, etc. En train toujours de râler ou te plaindre, tu vas pas attirer les gens. Il faut plutôt essayer de comprendre comment ça marche
et de poser des questions et de s'intéresser. Je pense qu'il faut vraiment s'intéresser aux autres pour arriver à s'intégrer un petit peu, parce que sinon, tu vas rester tout seul ou tu vas rester entre expats, tu vas rester entre Français, et du coup, tu vas perdre un petit peu ce côté Et d'apprendre. c'est une expérience intéressante de rester entre Français. Enfin, je l'ai déjà vécu. C'est intéressant un certain temps. Et moi, j'aime bien aussi alterner, c'est-à-dire voyager avec d'autres expatriés. Mais aussi, je trouve que l'intégration, elle est d'autant plus intéressante quand en fait, on fait l'effort de s'écarter on va dire, des sentiers battus et du coup de plus être avec d'autres expats. Et ça demande de l'effort. Enfin, faut pas se le cacher, ça demande de l'effort, mais c'est d'autant plus intéressant et d'autant plus, je veux dire, on apprend plus de choses quand on fait ça parce qu'on va pouvoir comprendre mieux la langue, la culture, tout ce qui se cache derrière un pays au final. Je pense il faut avoir une balance. C'est-à-dire que tu ne peux pas être 100% avec des locaux et tu ne peux pas être 100% avec que des expats ou des Français. Enfin, il faut une balance. Faut la trouver. Généralement, il y en a qui font du 50-50. Moi, je me souviens quand j'étais à Toronto, par exemple, vers la fin de mon séjour, c'était 90% avec des Français, par exemple, parce que j'arrivais pas à m'intégrer. Et du coup, tu te remets sur ce côté, le réseau francophone qui existe dans toutes les villes du monde. Dans tous les cas, vous trouverez des Français un peu partout dans le monde. Mais du coup, j'ai rencontré très peu de Canadiens au final, à part ceux avec qui je travaillais. Mais je me suis pas mis en danger et essayé de rencontrer d'autres personnes parce que c'était plus simple d'être avec des Français. Donc, je pense qu'il y a une balance à avoir. Ça a été pareil pour moi en Australie, hein. Je suis resté du coup 7 mois. Je suis resté qu'avec des Français, des Allemands, et j'ai rencontré aucun Australien pendant 7 mois. Enfin, les peu que j'ai rencontrés, en tout cas, ça s'est pas transformé en amitié. C'était juste un passage, et je trouve ça. J'étais un peu déçu, j'avoue, au bout de 7 mois, de me dire merde, j'ai créé aucun lien avec des Australiens. Ouais, c'est pour ça il faut se mettre un petit peu en danger et aller voir les locaux, même si c'est pas simple ou ça fait peur ou etc. Il faut essayer un minimum. Sinon, tu passes en voyageant, si tu fais pas ça, tu passes à côté de toute une partie, la partie culture d'un pays parce que tu vas pas arriver à t'intégrer et du coup Il y a c'est une dommage quoi, d'être question quelque part. de Rémi. Est-ce qu'il y a des compétences, est-ce qu'il y a des compétences intéressantes à apprendre avant de partir pour avoir plus de chances de trouver un job sur place ou un job à distance? Question complexe. Moi, j'ai ma réponse, mais je vais t'écouter d'abord. Euh, des compétences à avoir, bah déjà, je pense que les compétences, elles doivent venir de toi. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que tu aimes faire et ce que tu es bon. Parce que si demain, je me dis que demain, je vais être chanteur et du coup, je vais faire des concerts partout dans le monde pour subvenir à mes besoins. Là, je vais être mal barré parce que je sais absolument pas chanter et je chante très mal. Donc, il me faudra beaucoup de temps pour acquérir cette compétence. Et je pense pas que je l'acquérirai parce que je ne dois Mais pas avoir le don. on parle de taf alimentaire à l'étranger. En soi, je pense que les compétences les plus importantes, je pense, c'est des compétences interpersonnelles, c'est-à-dire savoir communiquer, savoir se vendre. Euh, Parce que il y a un moment, dans tous les travails du monde, il faut savoir demander un job et il faut savoir, on va dire, communiquer avec les autres. Hein. Je pense que c'est des compétences importantes. Euh, je sais pas. T'as une idée? Vas-y, Rémi, parce que je pense que tu avais un truc à dire dessus. Moi, je dirais que parler anglais, c'est vraiment Ah, primordial dans énormément de pays, que ça va t'aider pour communiquer. C'est-à-dire que les échanges ne seront jamais les mêmes, ne seront jamais aussi profonds si tu arrives à parler la même langue qu'une personne. Entre expatriés, déjà, de base, tout le monde se parle anglais. Après, l'Amérique latine, ça va être un continent où vaut mieux parler espagnol. Mais de base, en fait, t'es blanc et tout le monde va vouloir te parler anglais. Et je pense que c'est la base. Apprendre peut-être les bases. Enfin, faut pas que ça soit un frein non plus. Mais en tout cas, l'anglais, ça va t'aider vachement à trouver un taf et même à vivre ton voyage. À vivre ton voyage. ouais. Non, les langues, c'est le plus important. Là, Rémi, enfin, moi, je l'ai occulté en fait tellement c'est logique dans ma tête. Mais il y a 2 jours, juste pour dire, il y a 2 jours, j'ai rencontré une Belge dans une auberge. Et elle est venue me voir parce qu'elle m'a entendu parler français au téléphone. J'étais en train d'envoyer un message. Et donc, elle est venue me voir. Elle fait, ah, salut, ça va, blabla. Donc, on a pris le petit déj ensemble. Et après, elle va commencer à me dire
qu'elle ne parlait absolument pas anglais. C'est-à-dire qu'elle parlait que français. Et là, elle était au Vietnam pendant quelques mois. Et elle me disait à quel point c'était compliqué de ne pas parler, de communiquer avec les gens en ne parlant pas anglais. C'est-à-dire que 99% du monde ne va pas parler français. Enfin, je veux dire, faut se mettre ça dans la tête. Le français ne sert quasiment à rien dans le monde, à part au Canada, un peu en Afrique, etc. Et l'anglais est primordial. Et la pauvre, je me disais, mais attends, mais comment elle fait? Elle me disait, à chaque fois, je galère. Elle m'a dit qu'elle avait acheté un livre avec des images pour pouvoir communiquer avec les gens, même avec des backpackers. Elle n'arrivait pas à parler. En fait, elle voyait un Australien ou un Anglais, ils n'arrivaient pas à communiquer parce qu'elle parlait qu'au français. Et je me suis dit, bah ouais, mais je veux dire, c'est compliqué, quoi. Mais Donc après, elle me dit qu'elle est... c'est vrai que c'est chiant au début quand tu galères à parler anglais et les échanges sont très limités. À part dire bonjour, ça va, tu te rends compte qu'il y a il y a une complexité d'approfondir une discussion. Ouais. Ah ouais, c'est sûr. Enfin, les langues, l'anglais comme l'espagnol, si vous allez en Amérique latine, c'est primordial. Enfin, je pense que Rémi, tu l'as vu en Colombie, entre le moment où tu t'es arrivé, tu parlais zéro espagnol, et on va dire quelques mois après où tu parlais un peu mieux espagnol, je pense que tu as dû voir un changement, quoi. Il y a un changement, et même dans les échanges avec les gens, c'est juste que tu es dans leur pays, tu parles leur langue. C'est beaucoup, enfin, ça change tout. En tout cas pour Mhm. l'espagnol et pour l'anglais, ça change tout. Après, là, le Vietnam, il y a beaucoup de pays où ils vont, quand même, les gens vont parler anglais. L'anglais, ça reste la langue universelle qu'il faut un tout petit peu apprendre. Il y a une autre question, du coup, Ouais. c'est quel est le meilleur moyen justement de discuter, de rentrer en contact avec les locaux quand on voyage seul ou quand on ne voyage pas seul? Bah, le plus simple, déjà, c'est de dire hello. Ça peut être très con à dire, ce que je veux dire, mais le plus simple, c'est de faire le premier pas, parce que parfois, les locaux vont venir vers vous parce que vous êtes étranger et ils vont se dire mais qu'est-ce que tu fais là, etc. Mais souvent, ils vont être timides. Par exemple, au Vietnam, les gens sont très timides et du coup, ils vont pas forcément venir te parler. Donc, le premier pas, c'est vraiment d'aller vers la personne auquel vous voulez parler et dire hello, enfin dire bonjour. Ça reste la base et au moins, la personne va pouvoir ensuite discuter avec vous. Et, et Et ça, je pense qu'il faut... c'est super intéressant ce que tu dis, parce que je m'en rappelle, moi, j'étais dans le transsibérien. Merde. J'étais dans le transsibérien en Russie et les gens en fait en Russie ils ont tous un visage très très froid qui donne pas envie d'aller vers eux. Mais en fait si tu commences à leur parler, leur visage il commence à sourire et là Ouais, tu peux discuter. Mais de base, je t'assure, t'as pas envie d'aller leur parler. ouais. Ah ouais, mais c'est dingue. Il faut juste dire hello. Enfin, vous allez voir, en disant hello, vous allez comprendre tout de suite si la personne est ouverte à discuter ou elle n'est pas ouverte. Si elle vous fait un hello ou qu'elle vous répond pas ou qu'elle fait la gueule, bah allez parler à une autre personne. Et vous allez trouver une personne qui va vous sourire et qui va se dire, même si vous ne parlez pas la même langue, qui va vouloir communiquer avec vous d'une manière ou d'une autre. Et souvent, je vais même dire que dans 80% des cas, vous trouverez des gens qui vont vouloir vous parler ou au moins genre vous sourire ou faire quelque chose, quoi. Après, il y a une autre solution, c'est il y a des sites qui permettent de faire du LPX, enfin du volontariat à l'étranger, dans des fermes, pour des gens qui lancent leur activité. Et du coup, ça permet aussi de rencontrer des locaux. Moi, je l'ai fait en Argentine, j'ai passé 3 semaines dans une famille qui avait la trentaine, et c'était génial parce qu'il y a eu un vrai échange, un vrai retour sur qu'est-ce que la culture argentine, et ça, c'était génial. Ouais, bah faut. Il y a des sites. Hein. Après, moi, j'en parle dans le bouquin. Hein. Il y a pas mal de sites que vous utilisez. Il y a Couchsurfing, bien sûr, que vous utilisez pour dormir chez des gens. Tu peux te dire LPX, Workaway. C'est les trois sites principaux. Il faut les utiliser parce que tu peux trouver toujours des gens. Tu trouveras toujours des gens, des locaux qui vont être sur ces sites. Et s'ils sont sur ces sites, c'est-à-dire qu'ils veulent rencontrer des gens. Et du coup, pour vous, c'est bingo, quoi. Du coup, je te propose qu'on finisse l'interview. La question, c'est de se dire, est-ce que du coup, c'est possible de voyager sur le long terme? C'est ça la question. Elle est toute simple. Je... Est-ce que c'est possible? Non, et qu'est-ce qui te fait croire que c'est possible? Pourquoi ouais. Bah, c'est possible. Pourquoi d'ailleurs, je vais prendre déjà des faits réels, c'est-à-dire que je rencontre des gens, pas tous les jours, hein, mais fréquemment, qui voyagent pendant longtemps. Là, par exemple, je vais interviewer prochainement un mec qui s'appelle Sandro. D'accord. Il a voyagé pendant 10 ans.
pas si tu te rends compte, pendant 10 ans. Il est parti en France il y a 10 ans, et là, il vient de revenir en France. Il y a 2-3 mois, je crois. C'est un blogueur que je vais interviewer. Et pendant 10 ans, il a juste passé sa vie à l'étranger, à bosser. Il a fait un peu tous les pays du monde, et il a bossé un petit peu dans tous les pays du monde. Et il l'a fait. Donc voilà, moi, je prends des exemples, on va dire, de gens que j'interviewe. Donc ça renforce vraiment mon idée que c'est possible, parce que j'interviewe vraiment des gens comme Romain qui voyage depuis 7 ou 8 ans, je crois, qui a fait un PVT en Australie, qui a fait un PVT en Nouvelle-Zélande, qui vient de traverser toute l'Amérique du Sud en faisant du volontariat. Donc il a fait du workaway, par exemple. Donc en prenant des exemples, toi, moi je me rends compte que c'est possible. Après il y a mon exemple à moi, mais après il est beaucoup plus spécifique. Mais il y a des gens qui le font, donc pourquoi non, c'est clair. Pourquoi vous ne pourrez pas le faire? Donc après, pourquoi vous pouvez pas le faire? Parce que vous n'avez pas forcément, d'une, les informations, vous ne savez pas forcément que c'est possible, et deux, vous n'avez pas forcément cette motivation d'aller de l'avant et d'aller le faire. Donc c'est pour ça que j'ai créé le bouquin, en fait. C'est pour vous donner vraiment toutes les options. Tu avais parlé de boîte à outils au début de l'interview. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que je vous donne toutes les options, on va dire, ou 95% des options disponibles pour vous, pour que vous puissiez voyager pendant des années ou pendant des mois, avec, comme on l'a dit, un budget qui peut être variable. Mais le premier pas, c'est de savoir, de connaître en fait que ça existe. Donc c'est voilà, d'aller lire des blogs, d'aller écouter des interviews, d'acheter des bouquins comme le mien ou comme d'autres. C'est sa petite tête. Mais le premier pas, c'est vraiment de faire ça, c'est-à-dire que vraiment de vous informer et de comprendre, de réaliser qu'il y a d'autres personnes qui le font. C'est-à-dire que vous pouvez le faire aussi, parce que moi, j'ai rien de spécial. À la base, quand j'ai commencé à voyager, j'avais 22 ans, je connaissais rien à la vie, je parlais pas anglais. Je confirme. Voilà. Si je vous montre des photos de moi quand j'ai 22 ans, j'ai la ridicule. Je savais rien à la vie, et je parlais pas anglais, et je connaissais rien en voyage. Et pourtant, voilà, 8 ans après, je peux écrire un livre dessus parce que j'ai l'expérience. Et voilà, faut se rendre compte que d'autres personnes l'ont fait alors qu'ils partaient de rien. Vous pouvez le faire à n'importe quel âge, n'importe quel budget, mais il faut vous renseigner, il faut aller de l'avant. Voilà, faut regarder des choses, faut écouter, faut lire, et puis à un moment faudra franchir le pas, au moins de tester un petit peu. Mais ça commence par savoir que c'est possible. C'est déjà le début, c'est de se dire ça peut être un rêve, un objectif, mais de savoir que c'est possible, que d'autres gens le font, ça va vous aider à avancer. Ce livre, que vous voyagez déjà un tout petit peu, pas du tout, que vous avez déjà fait des voyages, ça vous apporte des choses. Moi, j'ai appris plein de choses et ça m'a donné plein de réflexions sur le voyage, à me dire ah oui, c'est vrai, je pourrais faire ça. Et ça me donne ça m'a donné des idées. Je vous le conseille pas parce que c'est mon cousin qui l'a écrit. Je vous le conseille vraiment. Non, mais vraiment, je vous le conseille parce que moi, ça m'a été utile et je suis sûr que ça peut déclencher en vous l'envie de voyager plus longtemps. Ce qui est important de savoir, et je le répète souvent quand je fais des facecam comme ça, c'est que tout est possible. Il faut vraiment se dire que quelle que soit votre situation, il va falloir travailler pour aller dans la direction que vous voulez prendre dans votre vie. Et avec ce livre, en plus, vous avez plein de méthodes. La boîte à outils. La boîte à outils. On va finir cette petite entrevue tout de suite. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot, Michael? Ça, c'est marrant, c'est la question que je pose dans l'interview. J'aurais dû la préparer, celle-là. Non, un dernier mot. Il faut que vous réfléchissiez vraiment, je pense, à ce que vous voulez au fond de vous. Parce que il y a ce que la vie, ce que la société, la conformité, voilà, on vous dit de faire des choses, de faire des études, de travailler, d'acheter une maison, d'avoir des enfants. Enfin, il y a des choses qu'on vous dit de faire, mais si vous sentez que vous n'avez pas forcément envie de faire ça, ou c'est pas pour tout de suite, il faut pas vous obliger, on va dire, à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Si vous sentez au fond de vous que vous avez envie de voyager, ou vous allez dans ce pays-là, ou de découvrir quelque chose, de vivre une expérience, faites-le, parce que votre vie, elle est longue. Enfin, je veux dire, l'espérance de vie, c'est quoi? C'est 80 ans maintenant? Enfin, en moyenne, je sais pas. C'est ça, c'est 80 ans. Imaginez que vous partez juste 8 mois, c'est ça, 8 mois, ça ferait 1% de votre vie? Non, je sais pas, attends. Non, c'est pas ça. Moins d'1%. Ouais. Enfin, imaginez que vous partiez 1 an. Sur vos 80 ans de votre vie, vous partez 1 an. Je sais plus le pourcentage, je l'avais calculé, je crois aussi, que tu l'avais fait, Rémi. C'est 1%, vas-y. Tu pars 1% de ta vie, c'est rien. Donc voilà, tu perds 0,8% de ta vie, c'est ça. Si tu vis 80 ans.
et que tu pars un an voyager, tu vas passer, on va dire, 0,8% de ta vie à J'ai voyager. pas compris, Mickaël. Non, mais en gros, voilà, c'est très peu. Prendre un an, partir un an voyager pour réaliser un rêve ou une envie ou quelque chose que vous allez faire, ça aura un impact minimum sur votre vie en entier. Donc, si vous voulez vraiment le faire, faites-le. De toute manière, vous pourrez retravailler en France si vous voulez, vous pourrez vous acheter une maison en France, vous pourrez avoir des enfants, vous marier. Ça change rien, ça changera strictement rien. Mais si vous avez envie de le faire, il faut le faire parce que plus vous attendrez, moins vous aurez de chances de le faire, quoi. Du coup, il y a un petit tirage au sort que je vais effectuer dimanche soir. Pour ça, il y a un lien que j'ai mis où il faut mettre votre email, votre nom et prénom. Et dimanche soir, je ferai un tirage au sort pour gagner un exemplaire du livre Voyage à durée indéterminée de Michael Pinaton. Le live va se finir. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à la prochaine et bon voyage. Allez, tchuss! Merci, à bientôt.